Troisième tentative d'enregistrer cette vidéo qui me prend la tête. Bienvenue, ce soir on va parler d'un sujet très important. On va tenter de répondre à une grosse question que je me pose moi-même. Pourquoi est-ce que je suis pas particulièrement motivé à vous montrer des exemples d'images lorsque je parle de boîtiers récents et actuels? Et par récents et actuels, j'entends des boîtiers qui ont moins de 10 ans, tels que le Canon 5D Mark IV dont nous avons parlé la semaine passée, ou le Canon 5D SR dont nous avons parlé il y a maintenant presque 2 ans. Et la raison pour laquelle je n'ai pas spécialement envie, je ne suis pas particulièrement motivé à vous montrer des images prises avec ces boîtiers, est la suivante. Voici 4 exemples de photos que je vais vous montrer une par une. Et vous allez me dire dans les commentaires avec quel matériel ces photos ont été prises selon vous. Et la vérité, c'est que sans indice, il est impossible de savoir quel appareil a pris quelle photo de tous les appareils que j'ai. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un stade où c'est probablement plus important. À moins qu'un appareil se démarque très grandement, spécifiquement pour sa qualité d'image ou son rendu, pour moi, c'est très difficile de vous montrer des exemples pris avec un 5D Mark IV, puisque une des 4 images précédentes a été prise avec le 5D Mark IV, oui, mais laquelle? C'est impossible à dire. C'est même, selon moi, plus intéressant de vous montrer des exemples d'images prises avec certains objectifs qu'avec certains appareils photo, parce que les appareils photo, on a un peu tout vu, et ça fait presque 10 ans qu'on stagne sur les capteurs. Alors oui, les nouveaux appareils sont plus performants pour telle et telle chose, et ils vont plus vite, ils font des plus grandes rafales, l'autofocus c'est incroyable, patati patata, mais pour ce qui est de la qualité pure et dure de l'image, la qualité technique, donc la résolution, la plage dynamique, le bruit, etc., on est sur des appareils qui se valent un peu tous. Il y en a, en théorie, lorsqu'on fait des comparaisons directes, dès qu'ils sortent un peu du lot, qui sont un peu meilleurs que d'autres. Mais à l'aveugle comme ça, sans indice, c'est impossible de savoir lequel est le meilleur. Et donc, la guerre des boîtiers numériques basés purement et simplement sur la qualité n'a, selon moi, aucun sens en 2024. Et c'est pour ça que je parle quasiment et toujours d'expérience utilisateur. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, quelqu'un qui a accès à tous ces appareils photo, parce que j'y mets absolument tout mon argent, argent que je n'ai d'ailleurs pas forcément, eh bien la seule chose qui fait qu'un appareil se démarque d'un autre pour moi, ça va être justement son utilisation, le ressenti que j'ai quand j'ai dans les mains, l'inspiration qu'il va éventuellement me créer en moi, mais pas tant que ça, les fichiers finaux. Moi aussi, j'ai été par le passé obsédé par la qualité photographique. Lorsque j'ai acheté mon tout premier appareil photo numérique à moi et que j'ai arrêté d'utiliser celui de mes parents, c'était un Nikon D3200 qui était le boîtier que j'arrivais à me payer, dont les tests sur internet étaient très bons. Un appareil qui apparemment offrait la meilleure qualité d'image pour le prix. Et si j'ai été correctement content avec, j'ai rapidement investi dans des objectifs plus chers. Et puis j'ai rapidement claqué de nouveau tout mon argent dans un boîtier plein format. Puisqu'à l'époque, on mentionnait beaucoup le plein format comme étant tellement supérieur niveau qualité d'image que ça paraissait presque nécessaire si on veut produire des images de qualité. Et je me suis donc payé le premier boîtier abordable plein format, le Sony A7. J'ai bien aimé, mais que j'ai gardé qu'1 an, puisqu'après j'ai eu 18 ans. Et à mes 18 ans, j'ai touché un peu d'argent de ma grand-maman. Et j'ai claqué l'entièreté de cet argent dans un Canon 5D SR, le boîtier avec la plus haute résolution du marché à ce moment-là, qui n'était pas un moyen format, parce que je n'aurais jamais eu assez d'argent pour du moyen format. Et ce 5D SR, je l'ai aussi gardé qu'1 année avant de l'échanger avec un Sony A7R II, qui était, à ce moment-là, l'appareil photo avec la meilleure note sur le site DxO, un site assez connu qui teste les appareils photo pseudo-scientifiquement et qui leur met des notes basées sur la plage dynamique, le bruit et la résolution. J'ai aussi changé tous mes objectifs pour acheter des objectifs Sigma Art qui à cette époque étaient un peu ce qui se faisait de mieux. Tout ça pour finir par réaliser et me dire, mais Gabriel, tu claques tout ton fric dans des appareils photo ultra sophistiqués, ultra haut de gamme, ultra chers, pour toujours produire les mêmes photos de merde. C'est là que j'ai réalisé que quand on prend une belle photo, qu'on en est particulièrement fier, qu'on l'imprime ou qu'on la poste, qu'on la publie, qu'on l'affiche, peu importe, et que des gens viennent l'admirer et que ça suscite de l'émotion et de l'envie et du désir dans l'image, eh bien en fait le matériel qui a été utilisé pour prendre la photo est pas important. Voilà, il est important que pour le photographe qui fait la photo,
Et pour certains styles photographiques, avoir une très bonne technique, ça aide. Pour beaucoup d'autres styles photographiques, la composition, la lumière, le sujet passent tellement en premier, sont tellement plus importants, qu'au final, mieux vaut avoir un appareil simple, efficace, avec lequel on passe un bon moment, qui va nous inspirer à capturer plus d'images, que d'avoir le dernier modèle qu'on a payé 6 000 € et qui, simplement, ne nous inspire pas et ne nous donne pas envie de prendre des photos. L'année passée, j'ai fait un voyage au Japon, et c'était le plus gros voyage que j'ai jamais fait de ma vie, et peut-être le dernier voyage que je fais de ce type. Et j'ai décidé de prendre avec moi un Canon EOS 100D, à savoir l'appareil photo le plus basique que je possédais à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que pour un voyage aussi important, que je n'allais probablement jamais refaire, j'ai décidé de prendre avec moi l'appareil photo le plus simple que j'avais? Eh bien, car j'avais envie de ne pas me prendre la tête sur des détails techniques. J'avais envie de prendre en photo ce que je voulais prendre en photo pour le souvenir, aussi pour pouvoir un peu le partager, mais je savais que ça allait être plus facile de faire ça en voyage et d'apprécier mon voyage en même temps si l'appareil photo allait être très coopératif, très simple, très efficace. Parce que si l'appareil a beaucoup moins de réglages et que je le laisse majoritairement en automatique, ce que j'ai fait, eh bien ça va me laisser tout ça de temps en plus pour apprécier la vie réelle, ce qui se passe en face de moi, et donc remarquer plus de choses à prendre en photo. Mais ça va aussi simplement photographiquement me permettre de beaucoup plus être concentré sur le cadrage, la composition, la lumière et le sujet, qui sont toujours les choses qui priment quand on voit une belle photo, sur les pixels, le bruit, la plage dynamique, les détails, etc. Cette année, en 2024, j'ai acheté beaucoup d'appareils, j'en ai revendu tout autant, mais voici l'appareil photo le moins cher que j'ai acheté cette année, que j'ai payé 110 € avec l'objectif, et voici l'appareil photo le plus cher que j'ai acheté cette année. Je l'ai payé 6 000 € avec l'objectif. L'un de ces appareils est agréable à utiliser, m'a inspiré à prendre des dizaines et des dizaines de photos cette année, dont certaines qui sont mes photos favorites que j'ai produites cette année. L'autre est une usine à gaz, qui est très désagréable globalement, et qui m'a presque fait pleurer lorsque je l'ai utilisé sur un shoot la dernière fois, parce que j'arrivais simplement pas à cadrer et à composer comme j'avais envie à travers son viseur médiocre, et son manque global d'ergonomie m'a vraiment empêché d'être créatif et de simplement créer des images qui m'ont plu. Résultat, j'ai pas une seule photo prise cette année avec cet appareil dont je suis particulièrement fier, à part éventuellement celle-ci. Alors que des photos prises avec mon Nikon D60, et il y en a un qui a un vieux capteur tout petit de 10 millions de pixels, pendant que l'autre a un capteur immense récent de 50 millions de pixels. Et ben quand je mets les photos côte à côte, ça se voit pas. Il va y avoir une vidéo dédiée à cet appareil l'année prochaine, c'est certain. Il y a des très bonnes choses à dire dessus, hein, ne me faites pas dire le contraire. Mais il y a aussi pas mal de choses qui sont simplement pas pour moi, et pas mal de choses qui sont simplement pour personne. Il y a un certain nombre de problèmes que Hasselblad devrait corriger, mais non, malheureusement pas corrigé chez son successeur, que j'ai aussi eu le temps de tester lors d'un prêt cette année. Et il y aura bien entendu l'année prochaine aussi une vidéo dédiée au Nikon D60, qui est probablement l'appareil numérique le moins cher que j'ai jamais acheté, et celui avec lequel je me suis le plus amusé cette année. Parce que des fois, les appareils plus sophistiqués sont juste des appareils plus compliqués. Et ça prend la tête. Et quand ça prend la tête, on fait pas des bonnes photos, hein. Voilà. C'est un peu... Y a pas une expression française qui dit que c'est dans les plus vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes? Est-ce que je suis en train d'inventer cette expression ou je l'ai déjà entendue? C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Voilà, et c'est sur cette phrase, mesdames et messieurs, qu'on va se quitter pour cette année. On se retrouve l'année prochaine pour parler du Hasselblad, on se retrouve l'année prochaine pour parler du Nikon D60. Mais avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de parler d'un dernier truc. Et c'est d'une manie que j'avais, extrêmement toxique en photographie, et que vous avez sûrement aussi. Et c'est une manie où il faut travailler très dur pour la perdre, mais dès que vous la perdrez, vous serez très heureux. Vous serez d'autant plus comblé dans votre processus de création artistique. Et cette manie, c'est une manie qui est typiquement actuelle, mais c'est la manie
de zoomer sur les photos. Quand on voit une photo sur un iPhone, quand on voit une photo sur l'ordinateur, on a souvent comme premier réflexe de zoomer et de venir regarder les détails. Et c'est extrêmement toxique et problématique de faire ça parce que quand on crée des images, on les crée pour qu'elles soient vues et appréciées dans leur ensemble. Ok, quand on fait une impression grande et qu'on la met dans un musée, ça peut être cool d'inciter le visiteur du musée à se rapprocher de la toile pour venir voir en détail un peu de près ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que les photos doivent avant tout être pensées pour être appréciées dans leur ensemble, dans leur entièreté, et non pas pour des petits détails futiles et simplement inutiles des fois même. Est-ce que futile et inutile, c'est un peu redondant? Je sais pas. Voilà. Si vous êtes photographe uniquement numérique, pour 2025, je vous challenge à faire de l'argentique. Et si vous êtes photographe majoritairement argentique, je vous challenge pour 2025 de vous acheter un boîtier numérique d'entrée de gamme de l'époque, comme ce Nikon D60, et de le traiter comme un appareil argentique. C'est-à-dire vous faites des photos, vous regardez pas l'écran, vous vous exposez en vous fiant à la cellule comme si c'était un appareil argentique, où vous ne pouvez pas voir les résultats. Et essayez de remarquer si tout d'un coup vous appréciez pas mieux le numérique. Et puis pour les personnes qui font que du numérique, testez donc l'argentique pour voir si vous appréciez pas mieux de faire des photos qui sont pas forcément les plus nettes, pas forcément les plus propres de tout Instagram. De toute façon, sur Instagram, les photos elles sont compressées en 720p. T'as pas besoin d'un Sony A7R V, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!